Bonsoir à tous et bienvenue à tous les adhérents du réseau Synertiel pour ce 3e webinaire Ciel, notre programme de rendez-vous digitaux qui ont lieu le mardi tous les 15 jours. Alors, je suis Claire Malochet, je suis en charge du marketing et de la communication chez Synertiel et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir notre intervenant Laurent Haug. Laurent est un expert, un spécialiste en innovation. Et il va traiter d'un sujet essentiel pour vous, entrepreneurs, un sujet d'actualité, comment gérer son entreprise en période d'incertitude. Donc, il nous parlera d'agilité, de digitalisation, de résilience et plein d'autres choses encore. Alors, nous avons souhaité ce moment interactif et nous vous avons sollicité, vous, adhérents Synertiel, lors de l'envoi de l'invitation, avec quelques questions. Et je souhaitais remercier chaleureusement les adhérents qui ont répondu aux questions, qui se sont enregistrés, qui se sont filmés, et qui ont partagé et qui nous ont permis de préparer ce moment digital que nous allons passer ensemble. Je vais laisser la parole à Laurent. Laurent, merci d'être avec nous ce soir. À vous. Tac, j'apparais. Voilà, ça a marché. J'espère que tout le monde m'entend bien. On essaye aujourd'hui de faire quelque chose d'un peu novateur. On va vous parler d'innovation. On va le faire nous-mêmes. Vous savez, quand on est intervenant dans une conférence, il y a un secret pour être tranquille, c'est de refaire la même présentation à chaque fois. Là, aujourd'hui, on fait exactement l'opposé de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est reparti à 100% de votre feedback. Et puis, depuis hier matin, j'essaye en fait de voir un petit peu dans tout ce que vous m'avez donné, quels sont les points communs, et puis de reconstruire ça, en fait, de reconstruire une histoire sur les différents thèmes qu'on va évoquer. Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est on vit une grande période d'incertitude. Moi-même, je suis entrepreneur dans un autre domaine. Moi, mon outil de travail, c'est pas trop concret, c'est plutôt des ordinateurs, mais je gère moi aussi une PME. Et puis, on vit une période d'incertitude. Et ce que j'aimerais échanger, le sujet sur lequel j'aimerais qu'on échange aujourd'hui, c'est comment se préparer en fait pour demain, comment se mettre en meilleure position pour réussir. Je vais essayer de partager mes slides. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, on veut faire une discussion qui est très ouverte. Prenez la parole. Je ne sais pas si vous connaissez dans Zoom, mais vous pouvez lever la main et puis on vous amènera. Vous pourrez interagir si vous le souhaitez avec moi. Je vous demande un truc, c'est de mettre votre vrai nom dans Zoom. Comme ça, Marie, qui gère aujourd'hui qui est en régie, va être capable de retrouver en fait les personnes correspondantes. Et puis très rapidement, j'ai mis un récap des thèmes. Donc comment est-ce qu'on gère son entreprise, mais plus spécifiquement, comment est-ce qu'on se prépare pour demain, comment est-ce qu'on crée une entreprise agile et résiliente. C'est un petit peu des buzzwords, mais vous allez voir qu'il y a une vraie vérité derrière ça. Et puis on va beaucoup parler de digitalisation. C'est un thème qui est beaucoup remonté. Je crois que c'est un peu sur le sujet numéro 1 sur la liste des priorités chez les adhérents Synertiel, en tout cas si j'en crois le feedback que vous m'avez donné. Je voudrais d'abord, comme il y a certaines personnes qui ont joué le jeu en nous envoyant des réponses à l'avance, j'ai utilisé certaines des réponses dans ma présentation et j'aimerais savoir si c'est possible, qui est connecté. Comme ça, je sais si vous êtes là quand j'évoque votre réponse. Je ne sais pas, Marie, si on peut me dire si Alain Picard est là. Ah, je vois qu'il y a déjà une question de Xavier. Est-ce que Xavier veut vite dire quelque chose? Pendant que je regarde vite la liste des participants. Tac. Voilà. Juste regarder qui est là. Est-ce qu'on donne la parole à... Ah, je vois que Alain Picard est là. Magnifique. Bon, on va avancer. Bonsoir à tous. Bonsoir Laurent Deschamps. Voilà, ça marche, ça bip de partout. C'est la technologie, c'est génial. Moi, mon métier, j'essaie de le résumer assez simplement avec une image. En fait, mon métier, ça a été d'accompagner en fait ce changement qu'on a tous traversé. C'est que on a maintenant dans la poche ce qui était il y a quelques années 6 ou 7 appareils extrêmement chers. Aujourd'hui, on a tous un ordinateur dans la poche. C'est à se demander pourquoi est-ce qu'on appelle encore ça un téléphone. Et puis, vous voyez, en termes d'usage, je vous ai mis une photo. Là, en haut, c'est la nomination de Benoît VI comme pape en 2005.
Et en bas, c'est François en 2013, Benoît XVI, pardon, et François en 2013. Et vous voyez que la grande différence en 8 ans, eh bien, c'est le nombre de téléphones portables qui a explosé. Donc, en fait, mon métier, c'est vraiment d'essayer de comprendre ces changements technologiques et leur impact sur les entreprises. Et puis, je travaille de différentes manières comme entrepreneur, comme investisseur, et je travaille avec les startups, mais aussi les PME et les grandes entreprises. Et puis alors, ce qui se passe beaucoup avec le monde de la technologie, si je devais le résumer en une image, c'est un peu ça. Je trouve assez fascinant. Ce que vous voyez là, c'est en fait bien 2 chaînes de télévision qui travaillent. Et puis au centre, vous avez la chaîne établie qui a un gros budget. Alors vous voyez, ils viennent avec un caméraman, il y a un matériel professionnel, il y a probablement des dizaines de milliers d'euros de dépenses. Et puis à droite, vous avez la start-up. Et puis c'est la personne qui travaille toute seule avec son téléphone. Et puis voilà, on vit ce moment où la technologie en fait facilite beaucoup de choses. Elle crée aussi énormément de nouveaux défis et de nouveaux problèmes. Mais mon métier, c'est d'essayer de comprendre tout ça et d'accompagner les gens. Alors, le sujet du jour, il est ressorti dans une des questions de Xavier. Xavier qui avait levé la main d'ailleurs tout à l'heure. Je ne sais pas s'il veut nous dire sa question à l'oral, mais c'est comment est-ce qu'on peut se projeter dans le futur proche. Alors bien sûr, aujourd'hui, le grand thème, c'est le Covid. Hein. Quand y aura-t-il un déconfinement? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et il y a plusieurs personnes qui disaient les gens vont arrêter d'investir peut-être dans leur intérieur parce qu'ils vont plus voyager, ils vont sortir. Xavier, je vois qu'il arrive vers la scène. Oui, Est-ce que vous voulez… bonjour, vous m'entendez? Bonsoir, on vous entend. Oui, ben voilà, ma question était toute simple, c'était comment pouvoir se projeter après le déconfinement, lorsqu'on sait très bien que les gens, à un moment donné, ils vont arrêter les travaux et ça va être les sorties, les restos, les voyages, ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Alors, avant que je réponde, qu'est-ce que vous pensez de ça? En tant Ah, qu'entreprise dans le bâtiment, qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'on se prépare à ça? alors là, très bonne question, je ne sais pas du tout. Voilà. Alors, je vais essayer de vous donner. Oui, ça fait très séquence préparée, un peu comme si ça me lance super bien sur mon point suivant. Merci Xavier pour la transition. Mais en l'occurrence, un des grands problèmes, en effet, c'est que l'avenir est extrêmement difficile à prévoir. Et puis il y a Sébastien Gras aussi qui nous a fait un feedback que j'ai trouvé très intéressant, qui disait en fait, on est vraiment dans l'incertitude où on est constamment pris entre deux feux. Il y a le business d'aujourd'hui va bien, ça tourne, on fait du chiffre, etc. Et puis, il y a toutes ces incertitudes macroéconomiques. Et Sébastien, dans la fin de sa question que je n'ai pas laissée, mais disait le problème, c'est que je suis constamment en train de jongler avec ces deux réalités. Et alors, comment est-ce qu'on se prépare à demain? Comment est-ce qu'on se prépare dans un monde qui est très incertain? Je pense que la première chose à comprendre, c'est qu'il y a toute une industrie du futurisme, il y a tout un tas de gens qui vous parlent de l'avenir. Malheureusement, le futur, c'est extrêmement difficile à prévoir. Et alors, je pense que vous allez reconnaître les gens sur cette vidéo. J'espère que vous allez entendre le son. Vous reconnaissez bien sûr nos amis de Groland. Alors, ils ont illustré toute la difficulté du travail de futuriste. Vous allez voir, ça dure quelques secondes et ça veut tout dire. Je vous laisse profiter. Si vous n'avez pas le son assez fort, mettez-le un petit peu plus fort. Regardez, ça va très, très vite. Voilà, je pense que c'est assez parlant. Le futur, le problème, c'est qu'on ne peut absolument pas le prévoir. Personne ne peut le prévoir, même les charlatans qui disent qu'ils peuvent le faire. Je vous remets la vidéo. C'est vrai que si j'étais dans une salle, je verrais les gens qui disaient oui, on remet la vidéo. Allez, on remet la vidéo. On n'entend pas le son, Laurent, ça ne fonctionne pas. Ah non, on n'entend pas le son. Alors, c'est sous-titré, on lit, mais on n'a pas de son. Attention, stop share, on repartage, voilà. Ah, c'est dommage, mais là, c'est obligé que je vous le remette. Attention, j'espère que vous avez le son cette fois-ci. Merci de m'avoir dit. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Vous voyez, Jules Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Est-ce que le son a marché? Oui, merci Laurent. Voilà, merci de m'avoir dit, Claire. Donc, on ne peut pas prévoir l'avenir, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut rien faire par rapport à ça. Je voulais vous parler du travail de 2 auteurs que je trouve vraiment très intéressant. C'est un Suisse et un Belge.
Alexander Osterwalder et Yves Pigneur, qui ont créé cet outil que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui s'appelle le Business Model Canva, qui est en fait un outil très simple, visuel, qu'on utilise pour modéliser son modèle d'affaires. Et puis, voilà, c'est un outil qu'on peut vraiment faire avec des post-it en quelques minutes. C'est un outil qui est gratuit. Et donc, c'est des gens qui réfléchissent à rendre en fait la gestion d'une entreprise assez simple. Et ils viennent de faire un nouveau livre qui s'appelle L'entreprise invincible, où ils essaient de comprendre qu'est-ce qui fait que certaines entreprises arrivent à durer très longtemps, parce qu'elles innovent constamment. Je sais pas, on peut penser à Airbus, on peut penser à Disney, on peut penser à 3M, des General Electric, etc. Il y en a quand même pas mal. Et bien en fait, une des choses qu'ils ont constaté, c'est que c'était souvent des entreprises qu'ils appelaient ambidex. Alors je cite des grandes entreprises, mais vous allez voir que ça s'applique à des PME, ça s'applique même à des toutes petites entreprises, à des TPE. Moi, c'est quelque chose que j'applique vraiment au quotidien. Et vous allez voir, c'est vraiment très concret. Qu'est-ce que c'est une entreprise ambidextre? C'est en fait une entreprise qui est capable en même temps de fonctionner sur deux tableaux. C'est un peu, comme nous disait Sébastien Gras tout à l'heure, il y a cette dualité à garder en tête. Quelles sont les deux choses qu'on doit faire? D'un côté, on doit exploiter, on doit faire tourner sa boîte. C'est là qu'on gagne de l'argent, c'est simple, il faut aller livrer les clients, c'est le quotidien. Mais de l'autre, il faut explorer, il faut tester des nouvelles idées, il faut se projeter dans l'avenir et il faut faire tout ça en même temps. Très concrètement, comment ça se passe? Bien, vous avez en fait, j'essaie de résumer cette dualité. D'un côté, vous êtes vraiment dans l'exécution, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est être efficace, il faut contrôler les coûts. C'est quelque chose qui est assez prédictible parce qu'en général, cette partie de votre entreprise, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps. Donc, il faut savoir planifier, on peut la mesurer, on peut faire attention aux détails, il faut être très rigoureux, etc. Ça, c'est pour la partie exploitation. Et puis, à côté, il y a la partie exploration. Et là, ça fonctionne complètement différemment. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les idées de demain. Et vous allez voir plus tard dans la présentation, je vois qu'il y a déjà beaucoup d'entre vous qui cherchent les nouvelles idées, qui les testent. Mais donc là-dessus, on peut être sûr de rien. C'est-à-dire que quand on lance un nouveau service, quand on propose un nouveau produit à ses clients, on ne sait pas si ça va marcher. On peut avoir une intuition, mais on ne peut jamais être sûr. C'est pour ça que c'est si compliqué d'être entrepreneur. Et donc, dans cette partie exploration, en fait, on a des idées, on les met en place, et puis on essaye d'apprendre, de voir si les clients veulent, on essaye de s'améliorer. Et puis là, ce qu'il faut, c'est avoir plutôt de la créativité, plutôt de l'intuition. Il faut être capable de sacrifier une idée dont les clients ne veulent pas, même si on la trouve vraiment absolument géniale. Eh bien, il faut tourner la page. Et donc, dans une entreprise, il y a ces deux choses qui doivent cohabiter. Et puis, cette partie innovation, il faut essayer de tester les choses en dépensant le moins d'argent. Alors, je vous ai mis l'image un petit peu mystérieuse, mais ça, en fait, c'est pour me rappeler d'une anecdote qui est très intéressante. Vous savez, les technologies de reconnaissance vocale, c'est-à-dire parler à un ordinateur et puis l'ordinateur écrive, c'est quelque chose qui est sorti dans les années 80, je crois. Et en fait, avant de le mettre en place, le premier acteur qui a créé cette technologie, c'était IBM. Avant de le mettre en place, ils ont voulu tester si le marché en avait vraiment besoin. Alors, ils avaient deux solutions. Une solution, c'était de faire vraiment la technologie. Donc, ça coûtait à l'époque des dizaines, voire des centaines de millions. C'est très long, très compliqué. C'était novateur à l'époque. Et ils avaient une autre option pour tester. C'était en fait de faire un faux service similaire. Et donc, c'est cette option-là qu'ils ont choisie. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des clients de venir s'asseoir dans un bureau et puis on mettait un micro devant les gens et on mettait un écran devant eux. Et ce que les gens ne savaient pas, c'est que le micro allait tout simplement dans le casque de quelqu'un qui avait un clavier devant lui et la personne tapait ce qu'elle entendait. Et du coup, du point de vue de l'utilisateur, on avait l'impression de parler et de voir apparaître à l'écran. Voilà, ça coûtait absolument rien à faire, mais ça a permis de voir qu'en effet, les clients potentiels avaient vraiment envie d'une telle technologie. Donc, dans cette partie d'exploration, c'est vraiment la façon dont il faut travailler. On ne peut pas prédire le futur, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Par contre, on peut constamment, et on doit, à mon avis, constamment essayer des choses nouvelles. Et puis, on doit emmener ces choses dans un processus qui part de l'incertitude, quelque chose de nouveau qu'on fait, et on essaie de l'amener vers plus de certitude. C'est-à-dire, on sait que c'est quelque chose qui va marcher. Et comment on fait ça? Tout simplement, on fait des tests. Au début, vous voyez, on cherche, on va un peu dans toutes les directions. Et puis petit à petit, il y a une direction qui
qui commence à fonctionner, on voit que les risques baissent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vous disent ça, on en a besoin, parce que par exemple, vous avez trouvé le bon prix pour ce produit ou ce service. On baisse, on fait baisser les risques. Et puis, en parallèle à cette baisse de risque, on fait monter l'investissement. Et donc, c'est une notion qui me semble extrêmement importante parce que trop souvent dans les entreprises, on a une idée, on la trouve absolument géniale, on bosse dessus pendant 2 ans, on n'en parle à personne parce qu'on a peur de se la faire piquer, on investit énormément d'argent et puis quand on arrive avec cette nouvelle idée sur le marché, finalement on se rend compte que les gens n'en veulent pas. La façon d'éviter ça, c'est de faire comme vous voyez sur ce graphique, c'est de faire des petits tests, de faire descendre les risques et plus une idée passe en fait de test, plus elle devient tangible, plus on investit dedans. Voilà, et il y a cette notion de portefeuille de projet. Alors là, c'est plus difficile dans une petite entreprise, mais c'est vrai que comme finalement assez peu de nouvelles idées réussissent, dans un monde idéal, on en lance beaucoup, on teste beaucoup de choses, on explore beaucoup de choses pour qu'on puisse, parmi toutes les choses qu'on a testées, imaginez, vous mettez 10 nouveaux produits sur votre assortiment, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont réussir, qui vont rester là à long terme. C'est cette idée d'aller explorer ce qui va marcher, puis ensuite, une fois qu'on a trouvé, d'aller l'exploiter. Je vous ai mis en fait un autre résumé en fait. J'essaie vraiment d'être sur du concret, des choses simples. Et ça, c'est moi un modèle mental que j'ai beaucoup dans la gestion au quotidien de mon entreprise. C'est qu'en fait, on a des activités émergentes. C'est des petites graines qu'on plante comme ça. Et puis, dans l'idéal, on en plante quelques-unes parce qu'elles ne vont pas toutes pousser. Et puis ensuite, quand on voit qu'une graine commence à sortir de terre, et là, on commence à l'arroser. On essaie de la faire aller plus vite, de lui donner plus de moyens. Et puis ensuite, les graines qui ont réussi à devenir des arbres, ça devient cette partie exploitation. Ça devient un peu le quotidien, les activités matures. Donc voilà, ça c'est le grand message que j'essaie de partager ici, c'est de dire qu'en fait, malheureusement, c'est très difficile d'avoir des certitudes sur l'avenir. Et la seule chose qu'on puisse réellement faire, c'est plutôt de s'organiser de façon à constamment avoir des petites choses qui ne nous coûtent pas trop cher, mais qui sont des futurs potentiels en parallèle de l'activité quotidienne et concrète qui permet de faire tourner la machine. Pour vous montrer en fait la diversité, la difficulté des prédictions, je vais vous montrer en fait quelques-unes des réponses que j'ai dans le sondage. Vous voyez Simon Bezeau qui dit qu'à moyen terme, il y a une augmentation des prestations et puis une baisse en début d'été. J'imagine que c'est assez cyclique et assez normal et qui, lui, voit un retour à la normale début 2021. Et puis, j'ai mis la vidéo. J'ai coupé le son parce que je redonne la parole plus tard à François-Xavier, puis ça me permettait d'aller un peu plus vite. Mais François-Xavier Touchard, qui, lui, pense qu'il va y avoir plutôt un creux en 2022, notamment par rapport à pour les mêmes raisons qu'évoquait Xavier tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va avoir des clients qui en auront peut-être marre d'être chez eux et qui vont partir sur les routes. Et donc voilà, personne, je ne montre pas ça pour pointer du doigt quoi que ce soit, mais pour dire que c'est très très difficile d'avoir des prédictions. Et je pense que vraiment la meilleure chose à faire, c'est d'essayer d'avoir bien sûr une opinion, mais d'avoir une entreprise qui est prête à encaisser un peu n'importe quoi. Je ne sais pas si Simon est là, si Simon Bezeau est là, mais je trouvais très intéressant aussi ce qu'il a dit. Alors ça me permet, je le vois qui se connecte. Simon, s'il est d'accord, si je le vois couper son micro, je lui donne la parole. Mais Simon, c'était très intéressant parce qu'il fait quelque chose qui me semble aussi essentiel, c'est-à-dire qu'il investit dans les moments de crise. Donc, si j'ai bien compris, Simon lance un nouveau magasin passant de 70 à 300 mètres carrés. Voilà, puis il va augmenter la clientèle. Le passage des prospects, ce n'est qu'un début. Ça, c'est une des grandes leçons de ma vie d'entrepreneur. Moi, je viens du monde plutôt des startups, du digital. Et quand vous regardez énormément des plus grandes startups, si vous pensez, je ne sais pas moi, à Airbnb ou Uber, ce sont 2 startups qui se lancent en plein dans la crise financière, c'est-à-dire en 2008-2009. Et c'est assez frappant comme souvent les moments de crise
si on a les moyens de le faire, bien évidemment, sont les moments dans lesquels il y a des très, très gros retours sur investissement. Et donc, je souhaite tout de bon à Simon, qui investit au moment où peut-être certains de ses concurrents ont des difficultés. C'est plutôt une stratégie qui me semble payante, même si sur le moment, ça a peut-être l'air parfois un peu fou. Sur ce défi de se préparer à demain, j'ai mis comme ça un slide à la fin de chaque section au cas où il y a des questions. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Est-ce que nous avons des mains qui sont levées? Je vois qu'il y a des questions. Je suis juste en train d'expliquer. Voilà, tac, on communique. Je regarde un petit peu le chat. Voilà. Pas de questions, pas de mains qui se lèvent. Voilà, je prends une petite pause. On passe au thème suivant. Ah, je vois une main qui est levée. Tac. Alors. Est-ce qu'on a quelqu'un qui va... Marie, on a monsieur ou madame Belay qui souhaiterait parler. Est-ce qu'on peut... Ah, le micro s'est coupé. Est-ce que c'est possible de couper le micro? Il faudrait que Zoom invente une musique d'attente qui se mettrait comme ça quand il y a un blanc dans un événement en ligne. Qu'est-ce qu'on fait, Marie? Je vois qu'il y a une autre main qui s'est levée. C'est bon? Vous m'entendez? Ah, voilà, on entend, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir, donc Éric Bellet à l'appareil. Oui, je me permets d'intervenir au sujet de l'avenir. Alors, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un perdreau de l'année. Et des crises, on en a traversé, pas la même que celle-ci, évidemment. Et à chaque fois, on se pose toujours la question du lendemain. Et puis ça s'est passé, et puis ça va. Hein. Parce que souvent, on entend dire au travers les années, oui, l'année prochaine, ça va être dur, l'année prochaine, ça va être dur, ça va être dur. Et puis l'année, elle passe, et puis l'année d'après aussi. Donc, il ne faut pas non plus dramatiser de trop, je trouve. Voilà. Écoutez, merci. C'est vrai que moi qui ai 44 ans, je crois que j'en suis à ma 5e crise économique majeure. On a eu la bulle d'Internet, on a eu les subprimes, on a eu le 11 septembre. Voilà, maintenant on a le coronavirus. Là, j'en ai compté 4, mais je crois que j'en oublie une. Et c'est vrai qu'à chaque fois, finalement, on se relève et on continue. Et ça fait peut-être partie du quotidien. Merci beaucoup pour votre témoignage. L'important, c'est pas de tomber, mais c'est de toujours se relever. Exactement. C'est Confucius qui a dit ça, c'est pas moi. Vous devriez la breveter, cette phrase. Je suis sûr que ça ferait un bon speech là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que alors je suis désolé, je dis les noms d'utilisateurs, mais Delarche, monsieur ou madame Delarche, j'ai vu que vous aviez enlevé votre micro et levé la main. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Tout à fait. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir à tous. Je me permets d'intervenir juste parce que c'est vrai que 2020, avant le Covid, on a quand même eu aussi MaPrimeRénov' qui a été une grosse complication pour le marché. Et c'est vrai que là, avec les annonces sur le gaz, sur l'isolation, le marché, alors moi je suis plutôt dans le chauffage, et les clients sont perdus avec MaPrimeRénov', ils sont perdus sur tout. Et c'est vrai que actuellement, ce qui nous compte tous pour l'avenir, c'est d'avoir les pouvoirs publics qui continuent à aider la transition énergétique. Je pense que c'est important et malheureusement, beaucoup de gens se posent des questions. Alors c'est vrai que là, je vais vendre beaucoup de chaudières gaz parce qu'ils sont tous pressés avant juillet, mais ça va être compliqué aussi pour l'avenir. Parce que les pouvoirs publics sont un peu ruinés, on le sait, ils nous aident tous. Donc voilà, après, c'est vrai que les marchés sont à prendre et la rénovation avec les malus, on va dire, sur le fuel vont nous aider sur les packs. Mais à quel prix? Parce que les packs, les fabricants ont vachement augmenté les prix quand même depuis 3 ans, on est conscient.
Donc, voilà. C'est juste aussi une interpellation sur aussi le pouvoir public qui va continuer. Parce que c'est vrai que le crédit d'impôt était très simple. Ma prime rénov, c'est un peu plus compliqué pour tout le monde. Même s'il touche, mais il touche pas au bout d'un mois. C'est des fumisteries, on le sait tous. Donc, voilà. C'était pour parler et échanger aussi sur ce domaine. Alors, Laurent n'est pas un spécialiste de ma prime rénov et du marché énergétique, un spécialiste de l'innovation, mais je pense que sur le registre plus général de l'innovation peut amener une réponse, sans doute pas précisément sur ces éléments-là, Laurent. Non, pas sur ces éléments-là, mais moi, ce qui me frappe, en fait, c'est voilà, pour avoir, comme tout le monde, un peu vu mes parents traverser leur vie professionnelle une génération avant moi, c'est à quel point, en fait, le monde d'aujourd'hui est devenu complètement incompréhensible, quoi. C'est-à-dire que même les institutions desquelles on pourrait attendre une certaine continuité, une certaine clarté de l'ordre, aujourd'hui, ne sont plus capables de le donner. Moi, ce qui me frappe, c'est que par rapport je reviens sur le Covid, qui est un peu le thème du moment, et aujourd'hui, vous demandez aux gens quelles sont les restrictions en cours, plus personne ne sait, en fait. C'est devenu un tel amas qui n'arrête jamais de nouvelles règles, de nouvelles lois, etc., qu'au bout d'un moment, on perd le nord. Et je pense que de nouveau, la leçon ici en tant qu'entrepreneur, c'est de plutôt que se dire essayons de prédire où ça va aller, c'est plutôt de se retourner vers l'intérieur de nos entreprises et de se dire mais comment est-ce que je peux créer une entreprise qui est capable d'encaisser un tel niveau d'incertitude et un tel niveau d'aléatoire, finalement. On a une question de Foodil. Merci beaucoup pour l'intervention, Monsieur Delarche. On va voir si on arrive à faire la transition. Bonjour. Foodil, bonjour, on vous entend. Ah, bonjour à tous et merci. Eh ben, c'était juste pour répondre à mon confrère. Moi, je trouve plutôt que par rapport à toutes les aides et tous les changements qu'il y a eu, je pense que c'est plus les entrepreneurs. Enfin, moi, je suis perdu avec toutes leurs aides là. C'est pas les particuliers, enfin même les entrepreneurs, parce que avec toute la liste qui existe, je pense que le crédit d'impôt suffisait largement. Maintenant, ils en ont tellement donné. Par exemple, je peux vous parler d'un nouveau produit qui est sorti, c'est la TH164, donc ils appellent ça de la rénovation globale. Voilà, aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens, avec toutes les aides qu'on leur donne, comment on va leur faire, si un jour ça s'arrête, toutes ces aides, comment on ne va plus rien vendre? Parce que maintenant, les gens, ils ne me demandent pas un produit, ils ne me demandent pas quel est mon savoir-faire ou mon art. Ils me demandent quelle prime ils vont avoir. Et ça, je trouve ça un peu dédommage. Enfin, c'est dommage, quoi, voilà. C'est toujours l'effet pervers des… Là, on est dans de la macroéconomie et de la politique, les effets pervers des aides. Moi, j'ai une femme qui est américaine et à chaque fois qu'on va dans sa famille, il me demande ce que ça fait de vivre dans un pays communiste. C'est la vision qu'ont les Américains de la France. Et la raison pour laquelle ils ont cette vision-là, c'est que justement, il y a toutes ces aides et qui pour eux leur semblent toujours un truc un peu fou. Mais oui, voilà, c'est aussi, on vient de le dire, c'est aussi quelque chose qui vous aide beaucoup. Vous direz de ma part à vos beaux-parents, et c'est sincère, je préfère vivre en France qu'aux États-Unis, que je connais bien. Je suis assez d'accord. Oui. Et je dis à tout le monde, ceux qui m'écoutent, vive la France, parce que j'ai une carte vitale, elle est super bien. Exactement. Voilà. Exactement. Bref, voilà, après je peux faire de la politique, exactement. Mais oui, on est très bien en France, je suis très bien en France. Et vive l'Ardèche aussi, voilà. D'accord. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et merci pour. Et restez avec nous, parce que là, oui, je reste, j'adore. Je fais de la radio là, donc je dis restez avec nous, ouais, la radio. Mais merci en tout cas. Merci à vous. Ça permet de passer au thème suivant dont je voulais vous parler. C'est assez intéressant parce que le feedback écrit et le feedback en live confirment qu'en fait, on est tous soumis un peu à une situation qui est assez chaotique. Et je pense que les mots-clés, aujourd'hui, j'ai mis le remède à la crise après le vaccin, notamment pour les entreprises, c'est la résilience et l'agilité. Je vais vous parler des idées. Alors, on revient aux États-Unis, mais c'est un livre extrêmement intéressant. Je pense qu'il a été traduit en français, qui s'appelle Team of Teams et qui a été écrit par le général McChrystal. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. En fait, c'est extrêmement contemporain. L'anecdote, c'est que le général McChrystal, c'est lui qui est envoyé par l'armée américaine au début des années 2000, quand l'armée américaine, objectivement, se fait botter les fesses par les insurgés afghans. Et donc, il y a ce général qui arrive, qui est objectivement à la tête de l'organisation, de la meilleure organisation.
C'est-à-dire qu'il a les soldats les mieux entraînés, il a les soldats qui ont le meilleur matériel, il a le plus gros budget de très très loin, il a du matos qui a 50 ans d'avance sur le matériel utilisé par ses ennemis, et pourtant, au quotidien, ils sont en train de perdre la guerre contre 300 ou 400 insurgés qui utilisent des méthodes de guérilla. Et en fait, tout ça, ça le plonge dans une introspection. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Et donc, ça ne peut pas être le matériel, ça ne peut pas être le budget, ça ne peut pas être ses employés. Donc, c'est forcément la façon dont ils sont organisés. Et en fait, il fait toute une analyse. C'est un bouquin qui est assez intéressant à lire. À part ça, c'est un mélange un peu d'anecdotes, d'histoires et puis de théories en fait, de management. Et en fait, ce qu'il se dit, c'est ce dont il se rend compte, il se dit, mon organisation, elle a été faite pour le XXe siècle. Ça rejoint ce que j'étais en train de dire sur mes parents et sur ce monde qui était finalement beaucoup moins chaotique que le monde d'aujourd'hui. Et en fait, on avait fait des organisations pour ce monde-là. Quel était le monde du XXe siècle? C'était un monde qui était quand même très linéaire. C'est-à-dire que ça ne changeait pas d'un jour à l'autre. Hein. Si on passe, allez, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 80, hein, on fera exception des crises pétrolières, mais on a quand même eu un moment où le monde était relativement stable. C'était un monde qui était compliqué. Compliqué, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à intégrer, mais en même temps, ça veut dire que la complexité est finie. C'est-à-dire que faire une voiture, construire une maison, c'est compliqué. N'empêche qu'on y arrive quand même, parce qu'on est capable de découper cet énorme objectif de faire une maison en plein de petits pas. Et si à chaque fois qu'on refait les mêmes choses dans le même ordre, on va arriver en fait à avoir une maison. Et donc ça, c'est un monde qui est compliqué. On n'avait pas beaucoup de data, on n'avait pas beaucoup de données sur ce qui se passait, on ne mesurait pas grand-chose. Et pourtant, c'est un des paradoxes, c'était un monde qui était beaucoup plus facile à prédire. Et puis, ce qui marchait bien, c'était le commandement central, hein, c'était l'approche un peu Taylor, donc les usines Ford, etc. Chacun fait son truc. Et si tout le monde fait sa micro-tâche dans le bon ordre et au même moment, on va réussir à atteindre notre objectif. Et c'était un monde dans lequel on cherchait la robustesse, c'est-à-dire qu'on essayait de faire des entreprises qui étaient vraiment solides, sur des bases hyper solides. Et puis, l'exemple de la solidité qui peut parfois ne pas marcher, hein, c'est la ligne Maginot, quoi. C'est qu'on pose comme ça des énormes bunkers partout et puis on se sent bien en sécurité. Puis ce qu'on ne voit pas, c'est que malheureusement, l'ennemi va faire le tour. Donc, c'était un monde, le XXe siècle, c'est ce qu'il raconte dans son livre, c'était un monde où, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, on devait être un joueur d'échecs. On était sur une carte comme ça, sur une plaque d'échecs, je ne sais plus comment on dit, un plateau d'échecs, voilà. Et puis, on bougeait ses pièces, et puis il y avait une personne qui avait tout dans la tête qui dirigeait les autres. Et il dit, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a changé de siècle, et on est arrivé sur un monde qui est beaucoup plus chaotique, en fait, qui est beaucoup moins linéaire. C'est plus compliqué, c'est complexe. La différence, c'est quoi? C'est que complexe, il y a tellement de variables que ça n'est plus possible de le modéliser. Par exemple, la météo, c'est complexe. C'est pour ça que la météo, malgré le fait qu'elle a des moyens énormes aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'investissements, elle continue à être fausse de temps en temps, ou plus ou moins souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de variables qu'on ne connaît pas. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment complexe. On a plus de data que jamais, on mesure tout, et pourtant, notre capacité à prédire a baissé. Et en fait, une des clés de ce siècle, c'est l'autonomie qu'on doit donner aujourd'hui aux gens sur le terrain. Alors, il raconte comment lui, il a réorganisé son armée pour que les gens qui sont sur le terrain, qui sont les plus capables de prendre certaines décisions, ont aujourd'hui le pouvoir, et puis on n'a pas besoin de faire remonter dans la chaîne de commandement certaines des décisions. Et ça demande et ça amène de la résilience. Et la résilience, c'est justement l'opposé de la ligne Maginot, de faire un grand truc, et puis on attend l'ennemi à un endroit. La résilience, c'est plutôt d'être capable de réagir extrêmement vite. C'est d'être capable d'aller où on a un problème, c'est d'être agile. Et lui, ce qu'il dit, et j'espère que l'image est utile, il dit aujourd'hui, comme chef d'entreprise, on nous a appris à être des joueurs d'échecs, mais en fait, on doit plutôt être des jardiniers. C'est-à-dire qu'on doit s'entourer de gens à qui on va donner de l'autonomie, à qui on va donner la possibilité de résoudre eux-mêmes des problèmes. Et ça, c'est encore plus accentué aujourd'hui avec le Covid. Et on va créer en fait les conditions pour qu'ils aillent travailler. Et c'est la seule solution aujourd'hui
pour faire face à un monde qui est devenu aussi compliqué. On vient d'en parler, il faudrait aujourd'hui dans une entreprise avoir un expert juridique, il faudrait avoir un expert financier, il faudrait avoir un expert, quelqu'un qui suivrait l'évolution des normes, quelqu'un qui suivrait les débats de l'Assemblée nationale pour pouvoir un petit peu s'en sortir. C'est malheureusement extrêmement compliqué et pas réaliste dans les entreprises qui sont de taille moyenne. Il me semble avoir vu une main qui s'est levée. Je ne sais pas. Je vais voir si Marie met la personne sur scène. Mais voilà, c'est très important de se dire que finalement, là où on peut agir, c'est sur comment on est organisé. Et c'est de penser à pouvoir réagir très très vite et à pouvoir survivre quoi qu'il arrive. Je voulais vous donner un exemple très concret d'une entreprise qui m'a beaucoup intéressé sur l'année 2020, c'est Nespresso. Alors, Nespresso qui a annoncé des résultats énormes, hein. C'est une grande entreprise, mais vous allez voir qu'il y a un message pour les patrons de PME. Comment est-ce qu'ils ont fait en fait Nespresso? Mais ils ont dès le départ un modèle qui est hybride, c'est-à-dire qu'ils ont une partie e-commerce et puis ils ont une partie magasin physique. Et puis aussi, dès le départ, ils avaient un modèle qui mélangeait un produit fait pour la maison et un produit fait pour le bureau, c'est ces capsules-là. Et donc, quand le Covid est arrivé, avant le Covid, eh bien, ils avaient tout ça qui travaillait ensemble, donc les magasins et le site Internet, ils avaient les capsules de bureau et les capsules de maison. Et puis, quand le Covid est arrivé, on a coupé l'accès aux magasins physiques, bien évidemment, ils ont tous dû fermer. Il n'y avait quasiment plus personne au bureau. Et du coup, les capsules, les ventes du bureau se sont écroulées. Et pourtant, ils ont réussi à faire une bonne année parce qu'ils ont compensé avec une augmentation du trafic sur le site Internet. Ils ont augmenté les ventes des capsules à la maison. Et ça, c'est un très bon exemple d'une entreprise qui a réussi à être résiliente, qui a réussi à être agile, à réagir très très vite. Et donc, sans dire que c'est ce qu'il faut faire parce qu'ils ont des moyens qui dépassent largement ceux de votre boîte et de la mienne, c'est un peu cette idée qu'il faut avoir. Et alors, je voulais vous montrer qu'en fait, c'est déjà quelque chose qui est une réalité. Il y a énormément d'agilité et de résilience aujourd'hui dans le réseau Synertiel. Alors, est-ce que Laurent Guiraud est là? Est-ce qu'il serait d'accord de nous raconter le nouveau produit qu'il a lancé, le nouveau produit ou service qu'il a lancé en réponse à la crise? Laurent. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend. Ah, parfait. Oui, bonjour à tous. En fait, voilà, pendant le Covid, alors c'est pas moi qui ai lancé le produit, mais on poste tout ce qui est menuiserie, store, volet. Et j'ai vu on va dire une publicité d'un fabricant qui était un confrère d'un autre fabricant et qui a lancé ce qu'ils appelaient un store paravirus. Donc, qui était un store toile translucide en PVC plastique et qui permettait de faire écran pour des banques d'accueil. Donc, l'exemple qu'ils avaient donné, c'était pour les boulangeries. Et quand j'ai vu cette petite documentation commerciale, voilà, ça, petite lumière qui s'allumait dans ma tête et j'ai dit, tiens, on va se l'adapter à notre sauce. Et donc, voilà, donc j'ai contacté le fabricant. J'aurais demandé si on pouvait reprendre leur documentation commerciale, mais la renommer autrement. Et donc, on s'est fait un petit document PDF. Et de là, on a commencé à démarcher les commerces qui étaient ouverts. Donc, voilà, on a été voir les épiceries, les boulangeries. Et donc, on en a vendu quelques-uns. Et puis derrière, ça nous a permis vu que les délais étaient très courts, ça nous a permis de reprendre très rapidement le travail, puisque en termes de menuiserie, les délais s'étaient rallongés. Donc, ça a fait double effet. Et derrière, voilà, ça nous a fait des nouveaux prospects avec on a fait de la vente additionnelle pour les commerçants, pour leur maison personnelle notamment. Voilà. C'est une belle anecdote qui illustre un peu tous les points que j'essaie de faire de façon théorique. Là, c'est vraiment du concret. Donc, vous étiez en veille. Vous êtes dit, voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont sorties? Donc, ça, c'est une première leçon. Deuxièmement, vous avez en fait mis en place ce produit, mais sans arrêter de faire ce que vous faisiez, de façon, si j'ai bien compris, très light, en allant voir si le fabricant était d'accord, puis ensuite en le proposant à quelques clients. Et puis ensuite, vous avez regardé
vous avez mesuré, vous avez vu que ça marchait. Et puis, une fois que ça a marché, là, vous avez en fait déplacé des ressources sur ce produit en disant, maintenant qu'on a vu que les gens en voulaient, on va accélérer dessus, on va investir, on va demander peut-être aux commerciaux de passer du temps, on va lister ça sur notre site, etc. C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est vraiment un exemple super important. Et ça, c'est de l'agilité. Juste pour qu'on ait une idée, entre le moment où vous avez vu ce produit et le moment où le premier client l'a acheté, ça a mis combien de temps? Un tout petit mois. Ouais. Voilà. Voilà, ça c'est bravo. Ça c'est extrêmement impressionnant. Et c'est pour ça que les PME et les TPE sont si fortes en général. C'est que dans les grandes entreprises, ils sont absolument incapables de faire ça assez souvent. Et c'est une des grandes forces des entrepreneurs. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Je voulais voir si Joachim ou Aurélie de Mello étaient là, parce que alors, eux aussi, ils ont fait un truc qui est assez extraordinaire. Est-ce que… Ah voilà, je vois qu'il y a Aurélie qui est connectée. Bonsoir Aurélie, si vous arrivez à couper votre micro. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Aurélie, on vous entend. Est-ce que vous pouvez Oui. nous raconter ce que vous avez fait à Saint-Jean-d'Illac avec votre société de piscine? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, alors on a un magasin de vente de matériel et de produits piscine. Et donc, étant donné qu'avec la période Covid, on a été dans l'obligation de fermer, en fait, on a mis en place un drive produit pour nos clients. Et donc, c'était un peu particulier parce que dans le milieu de la piscine, ce n'était pas du tout quelque chose qui existait. Ça existait déjà dans d'autres… Donc, je venais avec ma voiture, je repartais avec une piscine. Alors non, c'était uniquement pour les produits d'entretien et tout ce qui était matériel. Donc, en fait, les clients nous appelaient pour prendre rendez-vous. Donc, c'était un créneau toutes les 10 minutes. Et donc, ils venaient. Donc, on avait installé, on a 2 accès. Donc, on avait installé d'un côté un accueil pour les recevoir, pour pouvoir faire l'analyse de leur eau de piscine, par exemple, pour ceux qui le souhaitaient. Encaisser forcément les règlements, prendre les commandes. Et d'un autre côté, ils partaient avec leur voiture et d'un autre côté, étaient préparés leurs commandes et ils n'avaient plus qu'à les récupérer en fonction de ce qu'ils avaient choisi. Voilà. Donc ça, c'était un peu particulier parce que pour nous, c'était une période où on remettait en route les piscines. Mars, avril, là, c'est des périodes où le beau temps revient, donc on remet en service les piscines pour l'été. Et nous, on offre une prestation à nos clients qui est analyser l'eau de leur piscine, mais voilà, sous tous les angles. Ils peuvent le faire chez eux, mais nous, on leur offre une analyse plus poussée. Et en fait, on a eu cette demande de la part de nos clients qui étaient un peu perdus puisqu'ils avaient l'habitude de venir. Et donc, en fait, on a mis en place ce drive. Donc, eux-mêmes venaient avec leurs bouteilles. C'était sans contact, on était à l'extérieur. Et en fait, voilà, ils ont été ravis parce qu'ils ont pu avoir leurs produits pour pouvoir remettre leur piscine en service et puis en même temps nos conseils, voilà. Donc ça, c'était un petit peu particulier par rapport à notre profession, en tout cas à cette période. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez partager quelques résultats? Je veux dire, en termes de vente, ça vous a permis de maintenir ou même vous avez eu plus que d'habitude? C'est quoi l'impact sur le business? En termes de vente, oui. En termes de vente, alors au niveau produits magasin, on a plus vendu de produits, notamment sur, sans rentrer dans la technique, sur le sel de piscine, parce que les clients, la majorité, ont des traitements au sel, sel ou chlore. En tout cas, sur la partie traitement au sel, les sacs de sel, on a eu une croissance. Et d'ailleurs, on s'est même retrouvé en rupture. On a eu du mal à en trouver à cette période parce que les fabricants étaient aussi en rupture. Et on a vendu l'équivalent de 3 tonnes en 48 heures, 3 tonnes de sel. Donc pour nous, c'est juste énorme. C'est ce qu'on fait habituellement en 3 semaines, un mois. On l'a fait en… C'est magnifique, ouais. C'était énorme. Sur ça a été vraiment exceptionnel. Ouais. Belle leçon de belle récompense pour une prise de risque et une innovation. Même question qu'à Laurent avant. Combien de temps vous avez mis entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où vous l'avez proposé Alors nous, ça s'est, je trouve, relativement vite mis en place parce que on a eu l'idée, on va dire, fin mars et mi-avril, on était opérationnel. Le seul point qui nous empêchait de mettre ça en place, c'était techniquement, on n'avait pas d'appareil pour la carte bleue. Là, je sais plus, pour oui, de terminal pour encaisser. Ouais. On n'avait pas de terminal de carte bleue portable. Et en fait, c'est juste ça qui nous a empêché de commencer parce que dès le début, on était opérationnel. Donc, dès qu'on a eu le terminal, on a un petit peu bougé le banquier, même s'ils étaient tous déjà dans l'euphorie des PGE
etc. Mais là, on lui a dit, il nous faut le boîtier parce qu'il faut qu'on ouvre. Et après, on a ouvert aussitôt. Donc, 15 jours à peu près. Ben, oui, vous avez Et le banquier a mis combien de temps pour vous donner le terminal? Ah là, je pense qu'il a dû, il a dû leur mettre la pression parce que je pense qu'on l'a commandé, on a eu 3 jours, quoi. Je l'ai eu en même pas 3 jours. Ah bah c'est bien, c'est un banquier innovant. Exactement. Très bien, merci beaucoup Aurélie pour cette anecdote qui est de nouveau super révélatrice et je trouve ça extrêmement intéressant. Comme quoi, innover, ça ne demande pas toujours beaucoup de moyens. Il y a ces notions qui sont vraiment clés, je pense, d'être résilient, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter toujours, de trouver une solution en fait pour avancer. C'est la nature de l'entrepreneur, justement, pour parler politique. Un moment, quand vous parlez avec des politiciens, vous leur dites pourquoi est-ce que vous donnez si peu d'aide aux entrepreneurs? Ils disent parce que c'est des gens qui trouvent toujours une façon de s'en sortir. Ils ne le disent pas publiquement, mais c'est un petit peu la façon de penser. Et puis l'agilité, c'est cette idée de pouvoir très très vite tester des choses, réagir. Et je pense que ce sont vraiment deux très grandes forces des entreprises comme les vôtres et comme la mienne, même si c'est dans un autre domaine. L'autre point, le dernier point dont je vais vous parler, on va finir à l'heure, on va finir à 19h, on va passer un peu le contenu qu'on peut on verra. En tout cas, c'est très agréable de pouvoir échanger comme ça, puis d'entendre vos retours d'expérience. On est dans le vrai, on est dans le concret, c'est très bien. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui ont parlé de la digitalisation. Là, j'ai plutôt parlé en fait de l'organisation, de comment est-ce que on essaie d'avoir cette entreprise avec cette dualité à l'intérieur. Comment est-ce que on arrête de penser centralisation et on essaie plutôt de créer de l'autonomie, de créer aussi une conscience en fait de où on veut aller pour qu'ensuite tout le monde agisse un peu à sa façon. C'est des idées de ce livre Team of Teams. Le grand sujet qui est ressorti de votre feedback, c'est la digitalisation. Alors voilà, pourquoi on en est là? Notamment parce que ça, c'est notre monde d'aujourd'hui. C'est plus dur de prendre les gens, de voir les gens physiquement. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est une famille, je crois, australienne qui avait créé un appareil pour quand même pouvoir faire des câlins à leur grand-mère. Mais c'est une belle image, malheureusement, de où on en est aujourd'hui dans la capacité à interagir avec les clients. Et puis, la conséquence, c'est qu'on a une accélération monstrueuse du digital. Ça, c'était un truc qui était sorti il y a quelques temps qui m'avait beaucoup fait rire. Pendant des années et des années, dans les entreprises, on a entendu les gens qui s'occupaient de l'informatique ou les dirigeants dire il faut faire une transformation digitale. Et puis finalement, il y a un virus qui arrive. Et puis c'est ce virus qui a fait en quelques semaines ce que dans certaines entreprises, on n'a pas fait pendant des décennies et des décennies. Donc, on en est là aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que le thème est énormément ressorti, que ce soit des gens qui s'apprêtent à faire des projets ou des gens qui ont déjà fait des projets. Alors, j'essaie de vous donner un maximum la parole. Il y a énormément de contenu. Mais d'abord, je vais donner la parole à François-Xavier. Je l'ai vu, il a fait un commentaire tout à l'heure qui explique en fait ce qu'il est un peu au menu de la digitalisation de son entreprise pour 2021. Donc en termes d'amélioration, ça serait surtout la partie numérique pour faire les devis, du photomontage, voire de la visite virtuelle chez nos clients pour faire des chiffrages de manière encore plus réactive et sans forcément se déplacer. On est aussi dans l'ère de l'écologique. Donc on a fait quelques beaux chantiers pendant la période de confinement de mars l'année dernière, avec des photos, avec quelques échanges téléphoniques, en discutant sur les projets. C'était pas de la visite de rendez-vous, mais c'en était pas loin. Et pour 90% des projets qu'on est amené à faire, ça peut être grandement suffisant. Et du coup, faire aussi gagner beaucoup de temps. Et la partie numérique visuelle peut être avec des photomontages ou des choses un petit peu plus puissantes que l'on n'a pas actuellement, permettre de répondre à des choses de manière encore plus intéressante et donc, plus en fait, réactive. François-Xavier qui est connecté, je ne sais pas s'il veut compléter un petit peu ce qu'il nous dit dans sa vidéo, mais il y a deux thèmes qui ressortent qui sont très intéressants. Un thème, c'est d'abord de travailler un peu sur l'intérieur de l'entreprise, la façon dont on travaille, dont on collabore. Et puis, il y a un deuxième thème qui est la façon dont on interagit avec les clients. François-Xavier, vous êtes là? Il lève la main. Le micro a l'air coupé, mais on ne l'entend pas. Est-ce que vous avez choisi le bon... Dans la jungle des options Zoom, est-ce que vous avez mis
le bon micro. Je vois qu'on ne vous entend pas, François-Xavier. Alors, on va avancer le temps peut-être que le micro est recoupé chez François-Xavier. Bon, on va continuer, mais alors c'est beaucoup ressorti. Olivier Arnal qui dit que voilà la respiration, le fait qu'on ait dû rester plus, on a moins pu aller sur la route, a fait qu'ils ont pu profiter chez Système Provence de mettre à jour le système informatique en installant un ERP, donc un logiciel qui permet de gérer les ressources, de se former, de mettre en place des serveurs. Et puis alors, il y a eu un commentaire, alors le nom n'a pas marché, il y a le nom de la société, c'est Isocomble, à Marmande, mais je ne sais pas le nom de la personne qui a fait ce commentaire, mais qui nous dit qu'elle a mis en place une digitalisation des processus, voilà, de la vente, de l'administratif. Ça simplifie la vie des salariés. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que ça permet aux dirigeants d'avoir en temps réel des données sur l'activité. Allô ? Je ne sais pas si… Ah, on vous entend. Bonsoir. Ah, ça marche. Ça marche ? Ah, j'ai trouvé. Trop bien. Comment ça va ? Ah bah, ça va pas mal. Alors, cette digitalisation ? Ah bah, ce n'est que le début. Enfin, on fait déjà pas mal de choses en termes d'informatique pour essayer de gagner du temps, d'avoir des tableaux de bord et diverses données. Mais après, c'est comment faire le travail encore plus vite. Donc, effectivement, ça peut passer par des centralisations de données de type planning, de type devis, puisqu'on fait, on doit être dans l'ordre de 950 devis par an. On est comme une PME de 3 techniciens sur le terrain, une assistante et moi-même, donc sans commercial. 650 clients, 1,4 million de chiffre d'affaires. Donc, on fait 1 à 6 chantiers par jour, donc ça occupe un petit peu. Donc, effectivement, les minutes gagnées peuvent être intéressantes. Et alors, vous êtes pris comment ? Vous avez trouvé des solutions clés en main ? Pour l'instant, non. Justement, enfin, j'ai avec un collègue qui est dans un autre département qui fait à peu près le même métier que moi sur la partie Velux. On a trouvé une petite start-up à une époque sur un salon qui permet effectivement de manière simple d'organiser un petit peu tout un tas de choses en termes de tableau de bord et de centralisation des données et qui permet de faire des chiffrages sans avoir à chercher tout le temps les références. Enfin voilà, c'est un peu comme beaucoup de logiciels de chiffrage qui existent aussi d'ailleurs, qui peuvent être adaptés suivant les métiers de chacun, parce que les méthodes peuvent être bien sûr complètement différentes. Mais voilà, on n'en est qu'au début, mais il y a matière effectivement dans ce type de système à gagner du temps. Alors moi, je chercherais surtout après plus à trouver des solutions pour travailler les photos, pour faire un peu plus de vidéos. Bon, déjà, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça, même si c'est pas la panacée, c'est la somme des petits plus pour revenir au début de votre intervention. Comment on pallie à la baisse on y pallie en ayant plus de contacts, c'est tout. 10% de 100, c'est quand même beaucoup moins que 10% de 10 000. Donc, à un moment donné, voilà, il faut multiplier les contacts. Donc, ça fait partie aussi de la communication diverse qui va du bouche-oreille en ayant des clients satisfaits à des salons qu'on n'a plus pour l'instant ou à d'autres moyens de communication. La somme de toutes ces petites choses finit par faire des gouttes d'eau finissent par faire une grande rivière quand même. Ouais, c'est ça. C'est que plutôt qu'une approche centralisée, peut-être de mettre SAP comme dans les grandes entreprises, vous allez plutôt mettre plein de petites solutions. Je vais vous passer en fait des choses qu'ont dit certains de vos collègues, d'autres adhérents Synertiel qui vont vous intéresser parce que il y a des gens qui ont déjà des idées de solutions. Il y a juste Anthony Biard Maestro qui me signale que sur mon slide, je me suis trompé sur le lieu de l'entreprise d'Olivier Arnal. Voilà, je m'en excuse. Malheureusement, je n'ai pas la réponse, mais je voulais vous montrer en fait 2 personnes, justement, dont Anthony, je crois, dans la vidéo arrive après, mais qui, elles, sont vraiment en train de déployer des solutions. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans le témoignage de Laurent Deschamps, c'est que lui, il donne carrément le nom des solutions qu'il utilise. Vous allez voir. Alors, dans les mois ou dans l'année qui vient, un des objectifs de l'entreprise, ça va être la digitalisation des données. Donc, on est sur plusieurs pistes, plusieurs créneaux, plusieurs logiciels qu'on est en train de tester. Un logiciel qui nous a été soumis par
un administrateur de Synertiel, Pietro. Et ce logiciel, c'est Clovis. Ça permet de partager des données avec des photos, des plans avec les entreprises avec lesquelles on travaille en multi-travaux, en partenariat, sur un projet avec des plombiers, des maçons, toutes les entreprises qui vont intervenir sur une grosse rénovation. Donc ça, c'est une première piste. On va essayer un logiciel aussi ERP de digitalisation des données avec le logiciel s'appelle Odoo et on essaye également EBP. Voilà, alors on essaye sans être expert et c'est pas facile de faire un choix et de voir les conséquences que ça a sur notre entreprise. Voilà, c'est très intéressant de voir ce que dit Laurent parce que ils sont déjà en train d'essayer les solutions et en effet, ça reste quelque chose de pas facile. François-Xavier parlait des événements qui ont disparu. Je vais vite, avant que pour tenir le timing, il nous reste 5 minutes, mais que vous écoutiez ce qu'a fait David Messin de Helios Habitat, qui parle justement du fait qu'on ne peut plus aller dans les salons aujourd'hui. Historiquement, donc, nous avons toujours travaillé par l'intermédiaire de salons, de foires, d'expos, pendant lesquels donc, nous obtenions nos contacts et nos demandes de devis. 2020, c'est 0 salon, c'est 0 expo, 0 foire. Donc forcément, il a fallu se remettre en question. Suite et grâce aux différentes visios synertielles que nous avons eues en mars 2020, donc, nous avons décidé de prendre le virage du digital. Aujourd'hui, eh bien, les demandes de devis affluent. Aujourd'hui, donc les équipes ont pleinement adhéré donc à ce projet digital. Voilà, donc ma fierté pour 2020, c'est celle-ci, c'est effectivement d'avoir réussi à impliquer l'ensemble des équipes de l'entreprise Helios Habitat donc au digital et en même temps d'avoir réussi ce virage. Donc merci notamment à Synertiel qui nous a vraiment bien aidé dans tout cela. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas faire venir David. Justement, je lui aurais demandé de nous expliquer concrètement quelles sont les solutions qu'il a utilisées. Mais si vous cherchez des réponses sur comment essayer de remplacer un petit peu ces mécanismes de contact client qui étaient les salons, parlez peut-être avec David. Anthony, il arrive. Je le remercie encore de m'avoir signalé une petite erreur. Et si jamais il y a François-Xavier qui a mis dans le chat le nom d'un logiciel aussi qui peut être utile. Je veux juste qu'on écoute l'intervention d'Anthony qui nous raconte la digitalisation dans laquelle il va s'engager en 2021. Il est déjà assez bien engagé et je vois qu'il a levé la main. Si entre-temps Marie peut le mettre, s'il vous plaît. Nous vivons actuellement une période assez compliquée qu'est la crise sanitaire. Nous avons profité de cette période pour repenser un petit peu l'organisation de notre entreprise avec des points d'amélioration, surtout sur le digital, un nouveau site internet avec un espace client dédié, une nouvelle application liée à notre CRM pour toute la partie planification et une optimisation du temps de travail de nos collaborateurs. Certains collaborateurs veulent évoluer, surtout les plus anciens, et nous projetons pour le printemps 2022 notre organisation avec notre projet sur des nouveaux locaux professionnels. Anthony, donc, qui reprend ces deux thèmes, d'un côté la relation client, à qui on crée un espace sur le site internet pour qu'ils viennent voir probablement les devis, etc. Et puis un focus sur l'intérieur de l'entreprise, la façon dont on travaille. Anthony, votre micro est coupé. Est-ce que si vous souhaitez intervenir, vous pouvez l'enlever? Non, peut-être pas, je ne sais pas, peut-être. Il nous reste plus de temps, je vais essayer de tenir le timing. Je voulais juste conclure, je vais finir avec ça. Vous parlez en fait des pièges de la digitalisation. La digitalisation, c'est à la mode, c'est très bien. C'est hyper important. Vous ne pouvez plus y couper, ça n'est plus optionnel aujourd'hui, ça devient la seule façon de rentrer en contact avec les clients et il y a beaucoup à gagner à le faire. Il y a quelques pièges à éviter.
Le premier, c'est bien évidemment le buzz. Hein, c'est que c'est un monde dans lequel on nous dit toujours, là, en ce moment, c'est Clubhouse. Alors, s'il faut faire Clubhouse, si vous ne faites pas Clubhouse, vous êtes nuls. Bon, il faut se méfier. Le buzz, ce n'est pas toujours le plus efficace pour les entreprises. Il y a cette idée que la technologie résout tout. Hein, sur le papier, ça a toujours l'air assez magique. Malheureusement, par exemple, j'ai pris le thème de la data. Je vais aller très, très vite, mais la data, par exemple, c'est nul pour l'humain. C'est-à-dire que si vous voulez mettre une note sur la qualité de la relation que vos vendeurs avec les clients, c'est absolument impossible. Et donc, malheureusement, la data n'est pas du tout une solution magique qui permet de tout faire. On est souvent obnubilé par le digital, on pense que c'est la seule façon d'innover. C'est faux, il y a plein d'autres façons d'innover. Ne l'oubliez pas, votre modèle d'affaires, l'écosystème, donner accès à des partenaires, la façon dont vous êtes structuré, la façon dont vous travaillez, la performance de vos produits, etc., votre prix, la façon dont vous communiquez, de vous interagissez avec vos clients. Ne soyez pas obnubilé par le digital. Des fois, on en arrive à ces situations un peu aberrantes. On met une machine, on se dit ça va permettre de gérer la queue. Et puis en fait, dans les faits, vous voyez, c'est les machines où on vient, on appuie, puis on reçoit un ticket. Dans les faits, on se retrouve avec un être humain qui doit faire utiliser la machine parce que les gens ont du mal avec. Alors que aussi, on aurait tout autant pu faire une solution sans technologie. Ça, c'est la façon dont tu gères une queue aux Philippines, je crois. Et il n'y a pas besoin, vous voyez, il n'y a pas de pile. On met chacun ses chaussures. Ça marche tout aussi bien. Voilà. Et puis, deux choses encore. Il faut faire attention de ne pas réinventer la roue. C'est la question que je posais tout à l'heure à François-Xavier et puis qui est ressortie un peu en filigrane de plusieurs interventions. C'est est-ce qu'on refait soi-même ou est-ce qu'on utilise la technologie d'un tiers? Alors, on a une blague un peu dans le monde digital. On dit il existe une app pour ça, quel que soit ce qu'on essaie de faire. Il y a toujours quelqu'un qui a pensé, qui l'a fait. Donc, faites attention de ne pas réinventer la roue. Et en même temps, faites attention de ne pas donner les clés de votre business à un tiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez votre fichier client chez un grand géant californien d'Internet dont je ne citerai pas le nom, est-ce que c'est encore votre fichier client? La question se pose. Voilà, il y avait énormément d'autres témoignages que j'aurais souhaité vous montrer. On a beaucoup parlé aussi du lien, de cette difficulté de garder le lien avec les clients. Il y avait un témoignage de Laurent Guiraud. Je vais malheureusement skipper tout ça. Je vais vous donner 2-3 liens. On a parlé de convivialité aussi. On va s'arrêter là. Je vous remercie tous d'avoir joué le jeu. Je vous remercie tous d'avoir envoyé vos questions en avance. J'ai essayé de faire une synthèse, de remettre tout ça. Merci d'avoir permis de faire un webinaire un peu différent d'habitude, plus interactif, plus dynamique. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Et puis, voilà. Allez, je vais aller maintenant me servir un verre de champagne ou quelque chose, c'est un peu noir, hein, et fêter tout ça. Et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer la conversation en vrai un de ces jours. Je repasse vite la parole à Claire. Merci Laurent. Merci Laurent pour ces échanges riches, cette intervention qui a ouvert, je suppose, j'espère, les chakras de tous, qui ouvrent des perspectives. Nous enverrons le replay de cette intervention, ce qui permettra d'accéder à des partages, notamment Laurent Guiraud n'a pas vu sa dernière intervention, ce qui nous permettra d'accéder à l'ensemble des interventions. Merci à vous tous les adhérents qui avez participé, qui êtes intervenus, qui avez apporté vos témoignages. C'était extrêmement intéressant, je trouve, d'avoir ces informations concrètes qui sont venues étayer le discours de Laurent. Donc, merci à vous tous. Merci également aux organisatrices de ce webinaire, à la régie. Et puis enfin, merci à tous les participants qui étaient présents là ce soir. Et moi, je vous dis rendez-vous dans 15 jours, le mardi 23 mars à 18h30 sur un sujet qui va parler de digital d'une autre manière, plus précisément comment augmenter votre visibilité sur le web. Il y a 10 000 façons de le faire et on abordera ce sujet-là dans 15 jours. Bonsoir à tous et à très bientôt.